Quand je suis très alignée, j'ai même les yeux qui sont plus brillants qu'en temps normal quand je me sens désalignée. La première chose à faire, c'est que chaque point de vue puisse s'exprimer. C'est comment créer le cadre et les conditions pour que les personnes n'aient pas peur d'exprimer leurs pensées. Bonjour à tous, je suis Caroline Delapalme. Joie de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Dièse. Dièse, c'est le podcast dédié à l'écologie des relations, aux attitudes et comportements qui nous font grandir, mieux travailler ensemble, mieux communiquer, bref, mieux vivre tout simplement. Et parce qu'on est convaincu que la qualité des relations est essentielle pour une vie professionnelle épanouie, nous allons aujourd'hui monter le son sur l'alignement. Être aligné avec soi-même, au travail, en solo ou en groupe, comment rester aligné, qu'est-ce qu'on y gagne et surtout le prix à payer du désalignement. Tous ces sujets, nous allons les explorer avec la grande et lumineuse Stéphanie Martellozzo, que j'ai la joie d'accueillir dans les studios de Dièse. Stéphanie, bonjour. Bonjour Caroline. Stéphanie est coach, stratège de marque, cofondatrice du collectif Battement qui accompagne les personnes en entreprise à faire bouger les lignes avec une approche transdisciplinaire qui allie coaching, business et branding. Et avec un palmarès pareil, Stéphanie est une alliée précieuse pour parler avec nous de l'alignement. Alors pour commencer, jolie Stéphanie, pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous d'être aligné ? Tu as dit le mot au tout début et tu l'incarnes, c'est la joie. Quand on est aligné, il y a de la joie et j'ai remarqué personnellement que quand je suis très alignée, j'ai même les yeux qui sont plus brillants en fait qu'en temps normal quand je me sens désalignée. Donc il y a une espèce de diagonale qui tend vers la joie et qui peut permettre de poser toutes les émotions, toutes les vérités, tous les ressentis dans une sorte quelque part d'amour inconditionnel de qui on est et qui sont les personnes en face de nous. Pour moi, c'est ça l'alignement. Est-ce que tu peux décrire un petit peu plus en profondeur ce que tu viens de dire ? Parce que là, je sens qu'il y a des choses derrière. Il y a des contenus. En fait, pour le dire en opposé, quand on n'est pas aligné, en fait, on n'est pas du tout dans son potentiel. On est comme une jauge à 1, 2, 3%, 5%, 10%, 20%. Mais en fait, quand on est aligné, on a l'énergie, un peu le feu sacré quelque part, et on est en capacité de développer son potentiel. Et ça donne de la fierté, de la joie. Ok, donc les signes, par exemple, d'être aligné dans son travail, ce serait quoi pour toi, concrètement ? Typiquement, on s'est tous retrouvés dans une réunion où il y a, disons, 5-10 personnes dans la salle. Et l'alignement, c'est l'inverse d'une partie des équipes qui sont en silence et des autres qui guident quelque chose et qui drive, en fait. C'est la capacité qu'a chaque personne à poser son point de vue sur un sujet qui est donné, son point de vue, son émotion, son ressenti, et à avancer dans la même direction. Pour moi, c'est ça. Ok. Donc, il y a un ingrédient, il y a la direction de l'entreprise, il y a le fonctionnement du collectif, et puis il y a soi-même et ses valeurs. Exactement. Tu poses le truc, c'est l'alignement avec soi, avec l'autre, et avec l'entité, l'organisation dans laquelle on agit. C'est ces 3 niveaux-là qui sont intéressants d'aligner, en fait. Et alors, comment un collaborateur dans une entreprise peut-il identifier s'il est aligné avec ses valeurs et son rôle dans l'entreprise ? La première chose, en fait, qui semble assez basique, mais en vrai qui est assez capitale, je pense que c'est la rencontre. C'est la rencontre avec le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise, ce que la personne sent comme partage de valeurs. Et si c'est pas le dirigeant ou la dirigeante, c'est un maximum de personnes dans l'entreprise. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont communiquées sur les réseaux. On peut avoir accès quand même à des choses qui sont de l'ordre de l'oralité ou de l'écrit sur le dirigeant et la dirigeante. Son manager, évidemment, des membres de son équipe. Mais par exemple, une des personnes qui a vécu une expérience que j'ai trouvée géniale en termes d'alignement, c'est que donc elle était chassée par un cabinet de recrutement, présentée à une entreprise. Elle a fait 20 déjeuners qui n'ont absolument pas ressemblé à des entretiens d'embauche. C'était 20 déjeuners avec des personnes de l'organisation à des postes différents, à des places différentes. Et en fait, c'est une question de fit culturel et de fit de valeur. Et une personne qui pose un triptyque qui pour moi est exactement le comment l'alignement, c'est Frédéric Laloux quand il parle des modèles opales et qui dit en fait, il faut regarder la raison d'être évolutive de l'organisation à laquelle on appartient, dans laquelle on rentre, ses valeurs, pas que du déclaratif, mais comment les personnes se comportent, agissent, et la plénitude qu'on ressent. Moi, j'associe ça à la notion d'alignement. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire quand tu parles de plénitude de ce qu'on ressent, il y a un aspect purement sensoriel de est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien. Pour le coup, on touche à quelque chose d'extrêmement personnel et très intérieur. Oui. Et je pense que ça, on a tendance à pas trop l'écouter. On a tendance à plutôt écouter son mental, sa tête, dire voilà, je vais rejoindre par exemple telle organisation parce que
mon statut social est celui-ci, je vais du coup aller dans tel type d'organisation et tout, alors qu'en vérité, c'est au centre de cette éthique-là qu'on fait les meilleurs choix, me semble-t-il. Ok. Tu nous parles pas mal là de collectif. Comment tu peux gérer l'alignement au sein d'un collectif pour justement laisser sa place à tout le monde, que chacun puisse s'exprimer? Comment tu gères cette dualité entre alignement et collectif? Pour pouvoir appartenir à un collectif, on a tendance à suivre le mouvement ou à impulser une direction sans forcément consulter tout le monde. Donc il n'y a pas nécessairement toujours l'opportunité d'aligner l'ensemble des parties prenantes autour d'une direction prise, d'un mouvement. Souvent, il y a cette tendance à faire en sorte qu'il y ait un leadership qui soit pris ou un consensus mou, mais on ne veut pas déplaire, on veut surtout appartenir, on ne veut pas être décrédibilisé, on ne veut pas être rejeté en fait quelque part du groupe. Donc on peut s'effacer en fait derrière la direction que prend un groupe, derrière le mouvement que prend un groupe, un collectif. Et en fait, l'enjeu, c'est de se dire, déjà, ça peut paraître basique, mais à quelle question on répond ? Tout simplement. En fait, souvent, on part bien en tête sur un sujet en disant « Ok, notre sujet, c'est ça, le nom du projet, c'est ça, le thème, c'est ça », mais il faut prendre le temps de poser la question à laquelle on veut répondre, à travers ce projet, par exemple, de se poser la question aussi de voir comment on verra qu'on a réussi et de mesurer ça de manière extrêmement tangible dès le début. Et alors justement, si le projet dont on parle est totalement contraire à mes valeurs, je fais comment ? Déjà, la première chose à faire, c'est que chaque point de vue puisse s'exprimer, déjà, de base. Ça, c'est déjà pas gagné. C'est pas gagné. Exactement. Et déjà, de faire en sorte que, sur les personnes qui sont impactées par le projet, on puisse déjà soit définir cet objectif et ses critères de réussite ensemble, soit par rapport à un objectif et des critères de réussite qui auraient été posés par un lead projet, par exemple, articuler les points de vue et les représentations autour de ça. Donc déjà, c'est la première étape. Si ça, c'est fait, ça empêche le côté... je suis dans une aventure, mais je suis pas dedans. En fait, je suis un pied dedans, un pied dehors. Déjà, les gens sont pas engagés de la même manière. Si une fois qu'on est dedans, qu'on a pu poser son point de vue, sa vision du projet, on se sent désaligné, comme tu dis, parce que il y a une direction qui est prise, qui correspond pas à notre système de valeurs. En fait, là, je trouve qu'il y a une logique qui est assez fine à avoir, à regarder les choses en fait un peu de manière différente. Se dire, je prends un exemple un peu concret pour qu'on se parle d'un truc. Imaginons qu'on soit dans une entreprise qui soit dans une course à la performance. Plus simplement au chiffre d'affaires, par exemple. On peut regarder ça et se poser la question du problème à différents niveaux logiques. C'est-à-dire, est-ce que c'est mon problème ? Est-ce qu'en fait, j'ai pas envie d'être considérée comme un outil de production et que moi, j'en ai marre d'être là pour aider à cracher de l'argent, par exemple. Donc, est-ce que c'est mon problème ? À moi seulement. Si c'est mon problème, c'est à moi de prendre une décision. Si c'est notre problème, en fait, c'est courageux de poser le sujet sur la table, même si c'est pas facile, pour que ce soit une décision collective et pour que les gens en prennent conscience. Et souvent, c'est ça qui est, je trouve, pas forcément systématique dans les entreprises. C'est-à-dire la plupart des personnes peuvent se sentir un peu gênées ou pas complètement à l'aise s'il n'y a pas de sécurité psychologique à poser un point de vue, mais qui peut générer une prise de conscience et un changement des règles de fonctionnement. En fait. Et voir améliorer l'analyse qui aurait été faite du problème parce que justement, elle est porteuse, elle, de réticence que peut-être des clients ou autres auront elles aussi. Exactement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu peux très bien exprimer ta pensée sans forcément remettre en cause le projet. Bien sûr. C'est simplement, tu prends la liberté d'exprimer ta pensée et alors là, il y a peut-être une manière de l'exprimer qui aide parce que je pense quand même que dans certaines entreprises, il y a des gens qui ont peur d'exprimer leurs pensées. C'est justement ça le sujet de la sécurité psychologique. C'est comment créer le cadre et les conditions pour que les personnes n'aient pas peur d'exprimer leurs pensées, au sens qu'elles se sentent... On peut ressentir de la peur évidemment, mais qu'elles sentent que si elles expriment leurs pensées, elles ne seront pas mises en danger, à savoir mis au placard ou virées. Enfin, ouais. On se parle de choses assez concrètes. Et donc du coup, comment on favorise un cadre qui montre, par l'exemple d'ailleurs, que quand quelqu'un s'exprime, c'est encouragé et c'est valorisé. Alors ça demande presque de la formation, quoi, de chacun, parce que là, c'est vraiment des techniques de fonctionnement entre les gens. Et la majorité des managers, ils n'ont jamais été formés à ces techniques-là, quoi. Ouais. Ça demande un regard, quoi. Ça demande un regard attentif déjà. Et je pense qu'il y a énormément de managers qui courent partout, dans tous les sens, dans les entreprises, qui n'ont même pas le temps
de regarder leurs collaborateurs, si tu veux. Donc cet alignement collectif qu'on cherche, il passe aussi par une forme de regard sur le collectif où tu es presque plus dédié à l'alchimie de la réunion, presque que son contenu. Mais complètement. Et c'est génial que tu parles de regard parce qu'en fait, c'est ça un signe de reconnaissance, c'est une manifestation verbale ou non verbale que j'existe dans la conscience de quelqu'un. Donc, ne serait-ce que dans un regard, sans mots, il y a beaucoup de choses. Ok. Intéressant. Alors, je voudrais continuer sur l'alignement parce que ce qui est vrai, c'est que dans le monde professionnel, c'est pas toujours facile d'être aligné. Enfin, on a tous des espèces de décalage où on se retrouve soit avec un patron qui a des comportements qui sont pas du tout alignés avec mes valeurs, soit avec des projets qui m'amènent dans un endroit où j'ai pas envie d'aller, et ça crée forcément des tensions. Et la question que je me posais aujourd'hui, c'était comment je peux faire face à ces tensions et ce besoin d'alignement personnel sans me compromettre. J'ai envie de te parler d'un exemple d'accompagnement qui pour moi a été vraiment le sujet, quoi. Le client me parle d'incompatibilité alchimique. Ah, quand même. Tu vois le terme posé. Ouais. Déjà, la première chose, c'est en fait de parler de ses peurs. Créer les conditions de la sécurité psychologique pour que des personnes qui travaillent entre elles, par exemple un trio dirigeant, un COMEX, un CODIR, puissent dire, finalement, quand on sent qu'il y a une situation comme ça de désalignement, en fait, je me sens pas alignée et j'ai peur de ça, en fait. Et j'ai besoin de ça. J'ai peur de ça, j'ai besoin de ça. Et ce que je voudrais que vous entendiez, c'est ça, en fait. Globalement, c'est un peu ce genre de dynamique. Donc là, c'est un petit peu différent, mais quand il s'agit de ton boss, ouais. Qui est dans une relation un peu autoritaire, je parle d'un management un peu old school, tu es dans une boîte, il y a plusieurs milliers de personnes, donc tu es dans une machine avec des process, des organisations, des trucs, tout le monde qui court, des réunions, etc. Je te fais un tableau un peu noir, mais parce que je veux pas non plus, par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans des situations qui sont vraiment difficiles et qui ont pas du tout, qui se posent pas la question de la sécurité mentale dans laquelle ils peuvent être et qui arriveront jamais à dire là je le sens pas, quoi, et qui vont avoir peur d'être virés. Déjà en fait factuellement c'est ce que tu dis est une réalité puisque tu as une personne sur deux qui vont vivre un burn-out dans leur vie professionnelle selon Cadre Emploi 2019 et une personne sur 5 sera victime de management toxique selon ADP 2020. Donc évidemment que c'est une réalité. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'abord changer les conditions dans lesquelles les gens travaillent ensemble. Changer les conditions de travail, les conditions au sens psychique du travail et des relations de travail. Tu parles d'écologie des relations, c'est exactement ça. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord changer la mentalité en fait du manager ou du dirigeant. Donc ça veut dire que mon petit bonhomme là qui est dans sa situation compliquée avec un manager toxique, lui il peut pas exprimer ses peurs, il a qu'une chose à faire, c'est changer de service, quoi. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses à faire que ça, c'est-à-dire que moi je vois pas l'organisation, même si elle se présente comme un système hiérarchique avec des modes de fonctionnement pyramidaux et tout, il y a quand même des fois où on peut se parler d'humain à humain. Mais il faut trouver les circonstances et trouver la manière de faire qui fait que ça peut fonctionner en fait. Et souvent en ouvrant son cœur dans un contexte qui est propice, je vais pas débouler dans le bureau de mon boss en disant « Hello, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Non. Ouais. Mais finalement, si j'instaure, je sais pas moi, j'aimerais bien prendre un petit déjeuner avec toi, déjeuner avec toi, sortir du contexte même entreprise, pas se retrouver dans une salle de réunion ou dans le bureau du boss, changer d'espace en fait, dans un espace où on est en parité. Demander l'autorisation. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre un petit déjeuner avec moi, pour déjeuner avec moi, ou pour qu'on prenne 1 heure tous les deux? Oui, non. Je veux dire, le boss, il peut dire non, j'ai pas le temps, ok, d'accord? Ou il peut dire oui. Et le boss, derrière le boss, et même le manager toxique, il y a un humain qui a un cœur et qui est en capacité d'écouter la plupart du temps, en vérité. Ouais. Là où ça m'interpelle, c'est que ça me rappelle une histoire d'une jeune femme qui était très mise à mal par son boss, et qui, dans le cadre d'un entretien annuel, lui a craché le morceau en lui disant qu'elle trouvait que sa boss était super dure et en fait, à son immense surprise, la boss est tombée des nues. Là, ça amène de l'eau à ton moulin, c'est-à-dire qu'elle a eu le courage de le dire,
Elle avait, je pense, très bien préparé en termes de communication son entretien. Mais surtout, ce qui m'a sidérée, moi, c'est que la bosse est tombée des nues. C'est-à-dire qu'on sous-estime, peut-être, la capacité d'une bonne discussion entre êtres humains. Donc, on reste aussi des êtres humains, quel que soit le lien hiérarchique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, quels seraient les risques du désalignement sur la motivation et le bien-être des collaborateurs? Le désengagement. Oui. Comme on en parlait au début, les chiffres sont terribles sur le désengagement. Terrible. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, on a autour de nous des gens qui sont à 5-10% de leur potentiel, qui n'ont pas envie d'exploiter plus parce qu'en fait, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas alignés. Donc ils sont coincés dans une sorte de confort que leur offre le salariat ou le grand groupe dans lequel ils sont. Donc dans des perspectives quand même si c'est une souffrance de croissance financière à minima, potentiellement de poste, de statut social. Et donc finalement, les responsabilités augmentent, mais l'engagement baisse. Et donc, si je suis un peu triviale, on est payé et l'entreprise paye des collaborateurs qui sont à 20% de leur capacité. 20 ou 10% de leur capacité. Le chiffre est totalement... n'a pas valeur de vérité et d'exemple précis, mais ce serait ça. Alors que, à contrario, quand on est aligné, en fait, notre potentiel, il n'y a pas de limite, je pense, à ce qu'est le potentiel de quelqu'un. Hyper puissant. Les gens s'étonnent eux-mêmes et peuvent étonner les autres. On est dans notre puissance. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est incroyable ce qu'on est capable d'accomplir ensemble. Ça, c'est sûr. Les chiffres du désengagement, quand même, ils coûtent cher. Hein. Ça peut être jusqu'à 2 jours par semaine. 2 jours par semaine sur 5, ça fait beaucoup quand même, qui correspondent à du non-travail. Hein. C'est-à-dire, c'est de la présence... non travaillée, en fait. Et c'est une source Gallup, organisation Gallup. Dans le cas d'un collaborateur, comme tu citais, qui est le coût du désengagement, qui 2 jours par semaine, en fait, ne contribue pas à la performance de l'entreprise, en plus de ça, les discussions qu'il va avoir avec ses autres collaborateurs ou les clients extérieurs vont être ultra néfastes à la réputation de l'entreprise et à son bien-être. Pour autant, ça doit être vu à plein de niveaux, cette notion de désalignement. C'est même au-delà de la frontière de l'entreprise. Quand on parle de ce qu'on fait au quotidien dans son travail à ses proches, par exemple, pour moi, c'est quand on est positif et quand on a quelque chose qui est de l'ordre de la joie, de la fierté à partager, c'est qu'on est aligné et qu'on est même prêt à en parler en dehors des murs, quoi. Donc là, on n'est pas à 5 jours par semaine, on est à 7, quoi. C'est quand on fait des trucs comme ça, tu vois, pour rebondir sur le prix du désengagement. Il va falloir conclure, Stéphanie, parce que on a donné son temps à l'alignement. Je retiens quand même ce sentiment de joie profond qu'on ressent quand on est aligné et qui fait le sel de la vie professionnelle. Merci à toi d'être venu dans les studios de Diez pour nous parler et monter le son sur l'alignement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Diez. Merci à toi.